Bienvenue dans la sélection Tiffany, raconte-moi l'histoire de l'Algérie. Salam alaikum tout le monde. Alors, j'espère que je vous ai pas trop fait attendre pour cette suite de la vidéo, mais j'attendais vraiment d'avoir tous les éléments et de faire assez de recherches pour parler de ce sujet. Ce sont des sujets très sensibles, l'histoire de l'Algérie, ce qui s'est passé avant, d'ailleurs ce qui se passe encore, parce que tant que la reconnaissance n'est pas faite, le pardon n'est pas demandé, l'Algérie ne peut pas tourner une page qui n'a jamais été écrite par la France. Aujourd'hui, je vous mets la suite de la vidéo sur les tortures qui ont été pratiquées en Algérie. On va parler d'un certain monsieur qu'on appelait monsieur Jean-Marie Le Pen, sacré personnage celui-là. Je dirais qu'il fait partie de la troupe aux moustachus allemands. Je ne peux pas dire le nom, mais vous savez de qui je peux parler. De Maurice Papon, de toute cette clique qui ont fait énormément de crimes. Depuis sa mort, beaucoup de dossiers ressurgissent. Malheureusement, il a fallu attendre la mort de ce monsieur pour qu'on sache des vérités, qu'elles soient divulguées un peu partout sur les réseaux et enfin un petit peu dans les médias. Sa fille ne le reconnaît toujours pas et elle le reconnaîtra jamais. Ils sont de la même graine, on va dire. Je voudrais juste dire... La torture peut être utilisée parfois, Oui, bien sûr, ça a été utilisé dans l'histoire. Oui, la torture est excusable, l'utilisation de la torture. Parfois, dans certaines circonstances. Il peut y avoir des cas, permettez-moi de vous dire, où quand une bombe tic-tac, tic-tac, tic-tac doit exploser dans 1 heure ou dans 2 heures et accessoirement peut faire 200 ou 300 victimes civiles, où il est utile de faire parler la personne pour savoir où est la bombe. Même sous la torture. Ouais. Alors, je suis désolée si dans cette vidéo, vous allez voir apparaître du floutage et des bips. Alors, pourquoi les bips? Parce que on va parler beaucoup de torture, de viol et tout ce qui s'ensuit. Si ces messages-là parviennent aux oreilles de YouTube, la vidéo sera tout bonnement supprimée. Pourquoi les floutages? Parce qu'il y a des droits d'auteur de visibilité sur certaines images, comme l'INA par exemple, où on ne peut pas rediffuser ces images sans leur autorisation. Bien sûr, à mon petit niveau, je ne peux pas demander à l'INA de diffuser des images telles. Donc, je vais les flouter, histoire que YouTube ne strike pas la vidéo, qu'elle puisse tourner et qu'elle ne soit pas démonétisée. Et surtout, même si elle n'est pas monétisée, ce n'est pas un gros problème. Je la passerai quand même parce que ça doit être dénoncé, ça doit être vu. Mais il faut absolument que cette vidéo puisse tourner dans l'algorithme. Et si il me la bloque, en tout cas, m'empêche vraiment cette visibilité, quel est l'intérêt dans ces cas-là de faire une vidéo pour qu'elle soit vue et qu'elle ne soit pas vue à cause de quelques images. Donc, excusez-moi pour la gênance, mais ça n'enlève à rien l'authenticité du témoignage, l'authenticité de l'histoire, l'authenticité des faits et de la vérité. Donc, on comprend tout à fait le but de cette vidéo. Je vous laisse regarder cette vidéo. S'il y a besoin de réagir dans cette vidéo, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Je vous laisse mon Instagram et mon TikTok également ici. Donc c'est parti, on va arrêter de discuter et on va regarder le sujet, mes recherches. On se rejoint après. En 2002, il se trouve que Jean-Marie Le Pen est arrivé en bonne place dans la course à l'Élysée. Du monde de lui trouver des angles intéressants sur Jean-Marie Le Pen, tout ce qu'on savait pour traiter le sujet au mieux. Je l'ai coincé à la sortie d'une réunion, je lui ai dit « Mais est-ce que tu te souviens qu'il y a 2 ans déjà, je t'ai dit que j'avais des choses sur Le Pen. Moi, j'en ai pas mal dans mes carnets, mais est-ce que tu veux que je termine cette enquête ?» Et il m'a dit « Oui, bien sûr, maintenant c'est notre devoir. Puisqu'il prétend entrer à l'Élysée, il faut le faire. » Et j'ai estimé qu'il était de mon devoir de parlementaire, capable de porter les armes, d'y aller avec le contingent, puisque, dans le fond, j'étais d'accord pour préserver cette partie de la France. Jean-Marie Le Pen donc s'est engagé de façon volontaire, en signe de solidarité, comme il disait, avec les jeunes appelés, avec le grade de lieutenant. Sur le terrain, j'ai découvert les méfaits commis, qui étaient assez considérables.
Il avait inauguré ce qu'on appelait, ce que j'ai appelé la torture à domicile. Il n'y avait pas que les centres d'interrogatoire, il allait dans les familles, il interrogeait, il torturait et souvent il exécutait. Il faut savoir que Jean-Marie Le Pen s'était engagé à partir en Algérie de son propre gré, de son plein gré. Ça n'a pas été comme certaines personnes qui ont été poussées à partir en Algérie ou à qui on a fait croire que l'Algérie était française et que les Algériens avaient besoin de la France. Beaucoup de soldats à cette époque partaient dans cette cause-là, pensaient ça. Non, lui, il savait très bien ce qui allait se dérouler et il partait en tant que tortionnaire. Vous savez pas, des confrontations, des événements qui nous survenaient comme ça tout d'un coup, du genre bombardement d'un village pour que les gens participent à un scrutin, pour qu'ils sortent, parce qu'ils voulaient s'abstenir, pour les obliger à participer. En janvier 1961, bombardement au-dessus du village, bien sûr. Voilà, des choses comme ça, il fallait les digérer. Et puis, lorsque nous sommes partis là-bas, nous étions appelés du contingent, très jeunes, la plupart d'entre nous, et même je crois tous, et moi-même, alors que pour des raisons particulières j'aurais pu être plus informé, nous sommes partis sans nous poser la question de savoir si cette guerre était justifiée ou pas. Mais une fois qu'on y était, on était dedans. Et après, c'était les méthodes de guerre. Et confrontés à la torture systématisée. Non, ces méthodes de guerre-là, c'était des méthodes sales, de guerre sale. Voilà, et qu'on ne peut pas accepter. Non, insupportable. De toute façon, ça relève à l'heure actuelle des crimes contre l'humanité. Sur Le Pen, on me disait toujours, on me parlait toujours d'une histoire de poignard et d'un enfant qui avait trouvé un poignard au nom de Le Pen. J'ai activé un petit peu mes réseaux d'anciens combattants via Louisette Thierry-Larize et en 3 jours, je l'ai retrouvé. Quand moi je l'ai retrouvé, il avait déjà 58 ans. Il s'appelait Mohamed Moulet. Lui, il avait vécu une nuit d'horreur dans la Casbah en mars 1957. Le Pen et sa patrouille avaient déboulé chez lui à son domicile rue des Avancérages. Il voulait savoir à la fois où étaient les armes, où étaient les complices, il voulait toutes les informations possibles. Je ne sais pas ce qu'il voulait exactement. Mais devant les 6 enfants réunis et la jeune femme qui portait la dernière née qu'elle nourrissait encore au sein, ils ont torturé le papa, Ahmed Moulet, à l'eau puis à l'électricité jusqu'à ce qu'il en meure. Et là, ils ont fait le coup classique, c'est de tirer une rafale de mitraillette sur le corps pour faire croire qu'il s'était enfui. C'est la fin de la bataille d'Alger. Mohamed Moulet, l'aîné des enfants, 12 ans, a trouvé quelque chose dans le couloir de l'entrée de la maison et l'a caché instinctivement dans le compteur électrique. C'était un poignard attaché à un ceinturon. Il l'a caché dans le compteur électrique sans savoir pourquoi, en se disant que c'était peut-être quelque chose d'important. Et ce poignard, il était chez lui, dans sa famille, dans le buffet de la salle à manger depuis 40 ans, quand je l'ai retrouvé. C'est un poignard nazi avec la croix gammée qui était tombée dans les années 70, mais on voyait encore parfaitement l'espèce de triangle sur lequel il y avait la croix gammée. Et sur le fourreau était inscrit J.M. Le Pen, 1er rep, 1er régiment étranger parachutiste. Un poignard nazi, ce qui prouve vraiment la perversité de ce type quand même. Le mec, il fait graver une croix gammée sur son poignard. Le poignard avec quoi il pratiquait des tortures. Enfin. Que cette nuit d'horreur, il y en a eu une autre aussi où Le Pen se faisait appeler le commandant Marco. Et c'était une nuit très brutale qui s'était produite un mois plus tôt, en février 1957, toujours dans la Casbah. Et ça, cette histoire-là est sortie à la veille des législatives, en 2002. Si vous voulez, c'était un peu la piqûre de rappel. On avait fait l'histoire du poignard pour la présidentielle et les 4 autres témoins, plus un 5e qui lui disait avoir été torturé avec Ossarès et Le Pen.
Les lois d'amnistie interdisaient qu'on écrive des choses pareilles. Et tous ceux qui s'y étaient risqués avant moi, en particulier Lionel Duroy de Libération, s'étaient retrouvés condamnés. Donc, si vous voulez, on n'y allait pas de gaieté de cœur. Hein. Plenel pensait qu'il le devait à ses lecteurs, et moi je pensais que je le devais aux victimes algériennes. C'était vraiment pour les Algériens que je le faisais. Beaucoup plus que pour les lecteurs français, pour être honnête. Plenel était dans ce rôle, moi j'étais dans le mien. Mais j'ai été frappée quand il m'a poursuivi en justice. Il m'a poursuivi pour mes écrits et il n'a pas dit un mot du poignard dans les motifs de poursuite. Donc je pense qu'il n'avait pas tellement envie que l'attention soit attirée dessus. Et il ne savait pas à ce moment-là, personne n'imaginait que je rapporterais le poignard d'Algérie et que je le produirais à l'audience. Et c'est ce qui s'est produit. Mais j'ai eu un mal fou à le rapporter. J'ai fait 3 tentatives au moins. Une avec un ambassadeur de France qui a refusé en me disant que s'il m'aidait par la valise diplomatique, ça pourrait se savoir et au procès, Jean-Marie Le Pen serait en droit de demander comment vous avez rapporté ce poignard. Et je mettais toute la République dans l'embarras. Ensuite, un ministre des Affaires étrangères, j'ai fait un voyage en délégation restreinte. Je lui ai expliqué brièvement l'histoire par un petit mot dans l'avion. Est-ce que je peux rapporter le poignard? J'en ai besoin. Et sur le tarmac, en descendant à Alger, il m'a répondu « J'aurais préféré ne pas être au courant ». Donc c'était un non déguisé. Et puis ensuite, un nouvel ambassadeur de France qui est arrivé, que je connaissais bien aussi. Et je lui ai demandé s'il pouvait me le faire parvenir en France par la valise diplomatique. Et lui aussi, comme le précédent ambassadeur, a refusé en me disant « C'est à vous et à vous seul de le rapporter ». Mais quelqu'un, un ami d'amis, a essayé de m'aider et m'a emballé le poignard dans une feuille de plomb. Et une feuille de plomb, c'est censé tout protéger, tout masquer au rayon X à l'aéroport. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai mis le poignard, enfin c'est ce barbouze, si on peut dire, on l'appellera comme ça, qui me l'a emballé dans une feuille de plomb. Je l'ai mis dans ma valise entre 2 paquets cadeaux, un paquet de dates, 2 livres, etc. Dès les premiers employés, vous savez, sur le tapis roulant, je les ai vus qui faisaient aller-retour avec ma valise. Je me suis dit, ça y est, je suis mal. Ils ont compris qu'il y avait quelque chose de louche. Et en effet, il y avait quelque chose de louche. Du coup, ils ont appelé leur supérieur. C'était un inspecteur de police qui m'a demandé de lui expliquer mon histoire. Il m'a dit, bon, attendez, je vais voir avec mon supérieur. Du coup, j'ai eu le commissaire de police de l'aéroport qui m'a dit, bon, attendez, je vais voir, je vais passer des coups de téléphone. Et j'ai vu qu'ils avaient envie d'eux-mêmes de me laisser partir avec le poignard parce qu'ils avaient compris l'histoire et ça les touchait. Mais c'était pas fréquent de voir un fonctionnaire en Algérie prendre de lui-même et me dire « je vais tout faire pour que vous partiez avec ce poignard ». C'est ce que m'a dit, ce que je crois être le commissaire de police. Mais en tout cas, l'avion a eu beaucoup de retard, mais j'ai pu partir avec le poignard dans la valise qui était elle-même dans la soute. Et quand je suis partie, le commissaire de police m'a dit « bonne chance pour votre procès ». Est-ce que vous avez vu cette dame quand même, Florence Boger? Elle est juste fantastique, elle est incroyable parce que est-ce que vous vous rendez compte les risques qu'elle prend quand elle essaye de passer ce poignard par les voies aériennes, ce qui est carrément impossible. Vous savez tous qu'on a des portiques de sécurité, que les bagages sont scannés, filtrés, fouillés, et que si elle est et on a vraiment des règles de sécurité et des règles prendre l'avion, c'est très important. C'est vraiment très contrôlé. Si elle est chopée avec ce poignard-là, un poignard, elle peut avoir d'énormes problèmes. Et malgré tout, elle insiste et elle cherche une solution pour ramener ce poignard sur Paris parce que c'est une preuve irréfutable des tortures et de ce que vaut ce monsieur, j'ai pas envie de dire le mot monsieur de ce type, de personne, de ce taré de Le Pen, de ce que vaut cette personne parce que et puis il grimpe énormément dans les sondages. Il prétend à la présidentielle, il fallait absolument arrêter ça et que ça se sache. Et elle a risqué, elle a pris de gros risques énormes. Et c'est ça que j'admire aussi. C'est les gens qui osent prendre des risques. C'est les gens qui osent parler de causes
perdus, c'est les gens qui n'ont pas peur de, de dire la vérité, de divulguer la vérité et de le prouver, même s'il y a des risques qui s'engendrent derrière. C'est pour ça que je fais honneur à cette dame-là, parce que ça change un petit peu de voir tout le temps les Français. Quand on dit des Français, je parle d'origine, des Gaulois, quoi. Quand les Gaulois qui parlent très mal de l'Algérie, qui disent que la torture est un mythe, que les viols n'ont jamais existé, que c'était des affabulations des Algériens, des indigènes, comme ils les appelaient. Ça change un petit peu. Elle fait partie des minorités de Français qui ont quand même défendu la cause algérienne. Et je me prétends pas être à leur niveau, mais moi j'essaye à mon petit niveau de défendre cette cause, même plus de 50 ans après, parce que ça ne doit pas s'oublier. Malheureusement, les témoins et les victimes partent de plus en plus parce que le temps passe. Et la France pense que parce que le temps passe, ça va s'oublier. Ce n'est pas quelque chose qu'on oublie. Les crimes de guerre et tout ce qui a engendré. Et aujourd'hui, encore, avec leurs essais nucléaires, tuent encore, au jour d'aujourd'hui, 70 ans plus tard, tuent encore des personnes. Et ça ne peut pas s'oublier, parce que je ne connais pas un seul Algérien qui n'a pas quelqu'un de sa famille ou une connaissance très proche ou qui a souffert, qui n'a pas souffert de cette guerre, encore aujourd'hui. Et heureusement que cette génération, la génération de nos parents, la mienne aussi, transmet le message à la nouvelle génération, parce que ça ne peut pas s'oublier. Qu'est-ce qu'a dit le président Tebboune? Il a dit il y a été dit une phrase très importante qui a résonné dans ma tête et dans mon cœur. On tourne la page, mais on ne la déchire pas. Mais grâce à cette superbe journaliste, incroyable journaliste, Florence Beuger, que je fais cette vidéo aussi pour lui rendre hommage, car elle a, parmi beaucoup d'autres personnes, mais qui sont quand même une minorité, elle a dénoncé, cette journaliste a dénoncé les crimes de guerre qui se sont passés en Algérie pendant toutes ces années. C'est une journaliste qui s'est basée sur des faits réels, des vrais témoignages, des preuves accablantes. Elle a retrouvé ce fameux poignard que Jean-Marie Le Pen utilisait pour ses séances de torture. Enfin, on continue. Première instance, Le Pen n'est pas là. Donc à un moment, la présidente me dit mais ce poignard, vous l'avez touché, vous l'avez eu entre les mains? J'étais un peu étonnée de la question. Moi, j'étais à la barre, je me disais bah oui, évidemment. Elle me dit et où il est maintenant? Il est dans un musée, au musée des Moudjahidines, ou dans un musée d'Alger? Alors j'ai répondu bah non, il est là. J'avais rien préparé, il n'y avait pas de mise en scène. Et à ce moment-là, Baudelot, l'avocat du Monde, s'est levé, l'a sorti et l'a apporté sur l'estrade. Et alors là, branle-bas-le-combat du côté des avocats de Le Pen qui ont protesté en disant indignés que la pièce leur avait pas été communiquée. Ça n'a servi à rien. J'ai vu les trois magistrats sidérés se passer le poignard de main en main avec l'inscription J.M. Le Pen. Oui, c'était un beau moment, ça. Première instance, deuxième instance, cassation. Tout ça est séparé d'une année à chaque fois. Mais en cassation, bon, Le Pen avait perdu, c'était définitif et c'était une belle victoire parce que jusque-là, Le Pen avait gagné pratiquement tous ses procès, en tous les cas contre les journalistes. Je crois qu'il avait fini par perdre contre Vidal-Naquet et Michel Rocard qu'il avait traité de tortionnaires. Mais moi, c'était plus que le traité de tortionnaire, c'était démontrer ses actes de torture et les exécutions qu'il avait commises. Donc c'était beaucoup, beaucoup plus. Le poignard, je l'ai rapporté à Alger. Les autorités algériennes avaient été prévenues, je ne sais plus comment, que je rapportais le poignard et ont voulu me le confisquer. Or moi, j'avais dit que je le remettais à la famille Moulet. Donc il y a eu un petit bras de fer. Finalement, on a trouvé un terrain d'entente et j'ai bien remis à la famille Moulet, qui l'a gardé pendant 2 ans et qui ensuite l'a remis au musée des Moudjahidines
d'Alger. Pas une semaine sans un nouvel incident diplomatique entre la France et l'Algérie depuis que la France a fin juillet annoncé la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Alger a basculé dans une forme de défiance vis-à-vis de Paris. En Algérie, je crois que ce qui m'a le plus touchée à l'époque, c'est que les gens qui me parlaient le faisaient toujours sans haine. C'était avec même beaucoup d'amour pour la France en disant c'était la guerre. On comprend et on pardonne. Et je trouve qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûre que les sentiments soient aussi affectueux, aussi amicaux, tellement la situation a changé maintenant avec la crise que connaissent les deux pays en ce moment. Je pense que venir globalement dire que la colonisation était un drame pour l'Algérie, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Économiquement, en termes d'infrastructures, etc., la France a apporté à l'Algérie un capital qui aurait dû lui permettre d'ailleurs encore une fois, de se développer et de devenir, comme je l'ai dit, la Norvège du Maghreb. Ils ne l'ont pas fait. Ça n'a pas été un drame pour les colons et pour la France, mais ça a été un drame pour les Algériens, il n'y a absolument aucun doute. Il n'y a pas simplement l'asservissement, mais la façon dont on a essayé de leur retirer leur identité, qui dépasse peut-être encore la question de la torture et des disparitions. C'est un peuple quand même traumatisé. Et nous, la France, on le mesure mal. On voudrait faire tout le temps leur faire tourner la page sans l'avoir écrite. C'est Campagne d'Afrique en 1830 par un officier du corps expéditionnaire. Cette terre, qu'on avait présentée comme sauvage et inhabitée, est couverte de jolies maisons de campagne entourées de jardins. Toutes sont bâties sur des hauteurs dont les mouvements onduleux contrastent tout à fait avec l'aridité des côtes de Provence. La végétation y est superbe, et partout des sources et des courants d'eau fécondent la terre. Les fruits y sont en abondance, un grand nombre d'aqueducs amènent les eaux jusqu'à la capitale. Et le maréchal Bugeaud lui-même. J'ai reconnu que l'Algérie produit beaucoup de grains, une immense quantité de bétail. L'immensité des terrains ensemencés atteste l'existence d'une population beaucoup plus nombreuse qu'on ne le pensait. Le commandant Claude-Antoine Roset, dans Voyage dans la régence d'Alger en 1833. Presque tous les hommes savent lire et compter. En France, on compte à l'époque 40% d'analphabètes. Ainsi, les soldats qui débarquent sont en général moins instruits que les sauvages qu'ils viennent civiliser. Ces gens-là vivaient comme ça. C'est pas brillant ce qu'on a fait en Algérie. Que ça vous répugne et ça vous désole d'entendre ces témoignages horribles. Ce petit medley de témoignages que je vous ai passé, c'est à vomir. C'est quelque chose, j'ai du mal à entendre des choses comme ça. C'est écœurant. Ça me dégoûte au plus haut point. Vous pouvez pas imaginer ces témoignages. J'ai juste envie de vous dire un truc. Après tout ce qu'elle a pu dire, parce que on va dire que les chiens ne font pas des chats. Madame Le Pen, ça vous fait quoi aujourd'hui de savoir que votre père était un tortionnaire? Il faut tenir bon quand même. Il y a les jeunes générations de ceux que Benjamin Stora appelle qui ont l'Algérie au cœur, c'est-à-dire qui sont concernés de près ou de loin par l'Algérie. Ils sont aujourd'hui à peu près 10 millions. Les enfants issus de l'immigration, les familles des anciens militaires, les pieds noirs, les harkis, ça fait 10 millions de personnes. Donc de toute façon, je crois qu'on n'y coupera pas un jour ou l'autre, mais probablement pas demain ni après-demain. Il faudra que la France reconnaisse dans son ensemble les torts les atrocités de la colonisation, bien sûr, et à mon avis présente ses excuses. Alors qu'il y a 20 ans, il aurait suffi qu'elle reconnaisse, les Algériens ne demandaient que ça, qu'elle reconnaisse. Maintenant, je pense que la barre est plus haute et qu'il faudra des excuses. Le simple fait de reconnaître ce qui avait été, torture, exécution sommaire, viol, disparition en masse, ça leur aurait suffi. Maintenant, c'est beaucoup plus large. N'hésitez surtout pas à soutenir la chaîne en s'abonnant, partageant, likant et commenter, car c'est une chaîne qui est prévue uniquement sur l'Algérie et j'ai vraiment envie de divulguer tout ce qui s'est passé dans le monde entier, l'histoire de l'Algérie, de ces valeureux combattants, de ce peuple merveilleux aujourd'hui qui construit son pays avec honneur. Donc n'hésitez vraiment pas à partager, liker, commenter, car c'est votre interaction sur cette chaîne
qui va faire que l'algorithme YouTube va tourner et va diffuser ces vidéos et cette chaîne dans le monde. Actuellement, on est beaucoup vu en Algérie, en France, un petit peu aux États-Unis, en Belgique, quelque part en Afrique aussi. Mais un peu au Canada, oui. On a pas mal d'ailleurs, je salue nos amis canadiens. J'ai vraiment envie de diffuser cette vidéo jusqu'en Australie, jusqu'à la Papouasie, pour qu'on connaisse l'Algérie, qu'on connaisse ses valeurs, ses qualités. Donc, je compte sur vous pour vous abonner. Voilà, je vous laisse sur ces horribles images. Je suis vraiment désolée de faire des vidéos aussi sinistres, mais je n'ai pas le choix, car la réalité est là. Le cynisme existe, cette histoire fait partie aussi de l'Algérie et elle doit se savoir. On doit connaître les méfaits de la colonisation, de tout ce qu'ils ont fait d'horrible. Et croyez-moi, j'ai pas fini de dénoncer, j'ai pas fini de vous prouver, j'ai pas fini de raconter, j'ai pas fini de faire mes recherches là-dessus, parce que plus je fais de recherches, plus c'est à vomir, plus j'en découvre. Voilà, donc je vous laisse sur ça. Malgré ça, je vous souhaite quand même une très bonne fête de l'Aïd à tous. J'espère que votre fête se déroulera bien, que vous serez en famille, en bonne santé, que vous partagerez les meilleurs moments du monde. Vraiment, pensez beaucoup à votre famille, vos parents, vos amis, vos enfants. Pensez à vous aussi. Prenez soin de vous, de votre santé. Et on se dit à très vite, Inch'Allah, sur la chaîne de Tripwimi Tiffany, la française, presque algérienne. Salam alaikum à tous. De cette guerre d'Algérie, qui est aussi une guerre d'indépendance pour les Algériens, il ne faut pas l'oublier ça, quoi. Et oui, est-ce que vous pensez qu'en parlant de l'Algérie, en parlant de ce que les gens ont vécu pendant ces années-là, en parlant aujourd'hui, peut permettre d'améliorer la situation entre les... Oui, parce qu'aujourd'hui encore, on voit qu'il y a comme du racisme encore contre les Maghrébins. Les Maghrébins sont pas bien considérés, je vous dis, dans la société française. Et en fait, le fait de parler, le fait que les anciens appelés en Algérie eh bien, parlent de ce qu'ils ont vécu là-bas, et puis aussi de l'histoire de l'Algérie, eh bien, ça permet de comprendre aussi bien mieux les Maghrébins, les Algériens aujourd'hui en France.